Bonjour à vous, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, bien évidemment, je vais vous parler de l'attaque du Hamas sur l'État d'Israël. Alors le Hamas prétend avoir envoyé 5000 roquettes sur l'État d'Israël, mais Israël dit qu'en fait seulement 3000 environ auraient été tirés par le Hamas. Le Hamas nomme cette attaque le déluge d'Al-Aqsa et Israël ne s'est pas fait attendre pour faire une riposte très forte et a déjà attaqué 800 points militaires sur la bande de Gaza. Alors côté israélien, il y a plus de 700 morts et là présentement côté palestinien, plus de 400 morts suite aux 800 attaques militaires selon l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Donc là, évidemment, c'est un acte extrêmement fort, extrêmement puissant de la part du Hamas, qui s'est fait le jour anniversaire de la guerre du Yom Kippour, donc du 7 octobre 1973, puisque l'attaque du Hamas avec en réalité 3000 roquettes s'est fait le samedi 7 octobre, donc jour anniversaire du Yom Kippour, et en plus jour du Shabbat. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, le Hamas a fait une attaque sur trois plans, terrestre, aérien et en plus par mer. Donc voilà, donc c'est une attaque qui s'est fait un peu sur tous les fronts et ça a déstabilisé l'État israélien qui ne s'y attendait pas du tout et cela a trompé totalement les trois entités du renseignement israélien, c'est-à-dire le Mossad, le Shin Bet et le Haman. Voilà, donc parle-t-on d'incompétence, de négligence, les deux à la fois, on ne le sait pas, l'histoire jugera, mais en tous les cas, les faits sont là, le Hamas a pu faire une attaque absolument gigantesque sur le territoire israélien. Donc, je vous ai dit par mer, par terre et par air. Et en plus, des dizaines et des dizaines de Palestiniens ont pu s'infiltrer malgré le mur entre guillemets infranchissable des Israéliens, les barbelés, etc. Donc, le Hamas a pu prendre plus de 150 otages, dont un général qui s'appelle Nimrod Aloni, un général en activité. Donc 150 otages israéliens plus ce général, c'est une prise énorme de la part du Hamas et qui va énormément compliquer la tâche de l'État israélien, puisque je vous rappelle que le précédent échange d'otages entre la Palestine et Israël a fait qu'Israël a libéré environ 1500 prisonniers pour un seul soldat israélien. Donc imaginez-vous la 150 otages, donc un général important. Donc c'est absolument énorme. Alors autre point intéressant, c'est la réaction à l'international. Donc évidemment les États-Unis, l'Europe ont donné tout leur soutien à Israël. Par contre, l'Amérique du Sud et l'Afrique ont été assez silencieux. La Chine n'a rien dit, la Russie non plus, et l'Arabie Saoudite, le Qatar, évidemment, n'ont rien dit, bien évidemment, mais tout ça était attendu, même de la part de la Russie et de la Chine, qui ne veulent pas se mêler de ça, bien évidemment. Alors par contre, il faut quand même souligner que la position des États-Unis a été accompagnée d'actions puisqu'ils envoient une flotte navale importante dans la mer Méditerranée et surtout leur dernier porte-avions, le plus gros du monde, c'est-à-dire le USS Gerald Ford, donc qui est un symbole puissant du soutien américain aux Israéliens. Alors évidemment, vous allez me dire, est-ce que les États-Unis vont employer les gros moyens pour aider Israël? Non. Selon moi, non. Cela reste que mon avis, mais pour moi, cela restera symbolique. Les États-Unis se sont toujours posés en arbitre du conflit israélo-palestinien. Pour moi, jamais ils n'interviendront réellement.
Surtout que déjà, ils ont bien d'autres chats à fouetter avec l'Ukraine et la Chine. Donc, à mon avis, c'est juste du symbole et ça s'arrêtera là. Parce que de toute manière, je ne vois pas ce que les Américains pourraient faire. Bien sûr, à moins qu'il y ait un embrasement complet du Proche-Orient. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, mais on va en reparler dans ma conclusion. Là, je vais vous donner ma première réaction. Et en fait, ma première réaction va être la même qu'un chercheur israélien qui s'appelle Kobi Michael et qui a fait un article dans France 24 au 9 octobre. Donc je vais vous citer ce Kobi Michael. C'est un énorme échec pour Israël et une énorme réussite pour le Hamas, estime Kobi Michael, chercheur à l'Institut d'études de sécurité nationale INSS, un groupement de réflexion de Tel Aviv. Nous étions impréparés et encore, je reste politiquement correct. Alors pourquoi il dit ça? Alors je vous le rappelle, c'est parce que les trois entités militaires qui s'occupent du renseignement israélien, c'est-à-dire le Mossad, le Shin Bet et le Haman, ont lamentablement échoué. Encore une fois, je me répète, est-ce par incompétence, par négligence ou les deux à la fois? L'histoire jugera et nous le dira. Mais en tous les cas, voilà pourquoi Kobi Mikel, ce chercheur israélien, dit que c'est pour rester politiquement correct. C'est un article dans France 24, donc je comprends. En tous les cas, à noter la réaction de Washington dans ce même journal, France 24, qui est la position officielle de Washington. Donc très intéressant, je cite. Il est trop tôt pour dire si l'Iran est directement impliqué dans cette offensive et les États-Unis n'ont pas d'indication en ce sens pour l'instant, a déclaré la Maison-Blanche, ajoutant toutefois n'avoir pas de doute sur le fait que le Hamas était financé, équipé et armé, entre autres par la République islamique. République islamique, c'est l'Iran. Alors pourquoi Washington dit entre autres? Il n'ose pas citer le Qatar et l'Arabie saoudite et d'autres plus petits pays qui aident le Hamas. Ils le savent, mais ils ne le disent pas, parce qu'évidemment, accuser directement l'Arabie saoudite et le Qatar, ce serait une énormité diplomatique. Alors là, ça mettrait le feu aux poudres. Bon, bref. Alors cela dit, tous les experts sont d'accord pour dire que l'Iran serait derrière cette attaque du Hamas dans le sens aider logistiquement, voire financièrement. Alors là, moi qui lis environ une vingtaine de journaux internationaux, je puis vous dire que les experts sont extrêmement partagés. Il y a des experts qui disent oui, c'est l'Iran qui finance, qui fournit les missiles, qui fournit tout au Hamas, même là, qui supervise tout. Et il y a d'autres experts qui disent non, l'Iran n'a rien fait. Le Hamas est très bien capable de faire des roquettes rudimentaires et acheter des composants en contrebande, puisque n'oublions pas que le Hamas est financé principalement par le Qatar, en second par l'Arabie Saoudite et éventuellement en troisième position par l'Iran. Alors par contre, pour le financement du Hamas, il y a une unanimité. C'est Qatar en premier, Arabie Saoudite et éventuellement Iran. Voilà, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Alors donc, bref, inutile que je vous donne ma conclusion parce que moi j'en ai aucune idée et même les experts sont pas d'accord. Et les États-Unis eux-mêmes disent qu'ils n'ont aucune preuve pour accuser l'Iran. Alors pour vous dire, je vous rappelle encore une fois que l'Iran a dit qu'elle soutenait idéologiquement le Hamas, mais qu'elle n'était pour rien dans l'attaque du Hamas. Voilà. Qui, encore une fois, je vous rappelle ces faits-là qui sont importants. Ça a fait plus de 700 morts côté israélien, et à cause des rétorsions israéliennes, plus de 400 morts côté palestinien. Je voulais quand même vous rappeler ce fait-là. Alors évidemment, ma conclusion maintenant, alors c'est une tragédie. C'est une tragédie. Côté israélien et par la suite côté palestinien. Alors maintenant, concernant la rétorsion israélienne, Israël dit qu'elle a frappé 800 objectifs militaires sur la bande de Gaza.
Je vous rappelle que la bande de Gaza, c'est la zone la plus densément peuplée de la planète, que la bande de Gaza regroupe environ 2,2 millions d'habitants. Inutile de vous dire que les dommages collatéraux, parce que là ça ne fait que commencer hein, au niveau des frappes israéliennes, côté dommages collatéraux, les Palestiniens vont payer un prix absolument titanesque. Je ne serais pas étonné que ça se finisse par des milliers de morts côté civil palestinien. Sans compter que là, Israël a déjà déclaré très officiellement dans le New York Times que la bande de Gaza était assiégée et qu'il n'y avait pour l'instant, tant que les bombardements et que la guerre est là, puisque l'Israël a dit que c'était une guerre, bon bref, tant que Israël bombardait la bande de Gaza, il n'y avait aucun échange d'eau, de denrées alimentaires, d'électricité et de fuel pour la bande de Gaza. Alors je vous rappelle que détruire ou interdire à une population de pouvoir manger, d'avoir de l'électricité, de l'eau, etc., officiellement, si je ne me trompe pas, d'après mes souvenirs, c'est considéré comme un crime de guerre au niveau des lois internationales. Donc, est-ce que l'ONU va faire quelque chose contre Israël? Je ne le pense pas. Mais en tous les cas, voilà, ça peut être considéré comme une attaque disproportionnée d'Israël. Donc Israël doit faire attention à faire une attaque proportionnée par rapport aux dégâts qu'ils ont subis. Parce que si jamais ils attaquent la bande de Gaza de manière totalement disproportionnée et que ça fait des milliers de morts côté palestinien, alors que va-t-il se passer par la suite? Alors vous imaginez bien que l'Arabie Saoudite, le Qatar, va être complètement d'accordance avec l'Iran. Donc il va y avoir une ligue arabe totalement contre Israël, que les États-Unis, qui avaient poussé l'Arabie Saoudite à essayer de normaliser ses relations politiques avec Israël, tout ça qui était embryonnaire va être totalement détruit. Il faut penser à ça, parce qu'il y avait quand même une sorte de passivité de la Ligue arabe vis-à-vis d'Israël, voire même une normalisation des relations politiques entre les Arabes et Israël. Donc c'est un changement quand même majeur. Bon, évidemment, ce changement majeur initié et supervisé par les États-Unis a été quand même beaucoup détruit du fait du rapprochement de l'Iran et de l'Arabie Saoudite grâce à la Chine. Événement tout à fait extraordinaire. En tous les cas, faut qu'Israël fasse très attention, puisque là, quand même, Israël, pendant 9 mois, Benyamin Netanyahou est en énorme difficulté politique, puisque ça fait des mois et des mois que Israël est en très grosse difficulté dans son pays même. Hein. Il y a une sorte de scission au niveau des citoyens israéliens. Un qui sont pour les durs, c'est-à-dire pour vraiment prendre les terres de la Palestine et qui est que Israël, et d'autres qui sont pour deux États, ce qui serait le mieux en réalité, bien évidemment, qui sont pour un apaisement avec les Palestiniens. Donc même la société israélienne est déchirée en deux. Bon, c'est pas nouveau, hein. Mais là, on était dans un paroxysme dans l'État d'Israël qui avait d'énormes problèmes politiques et même sociétaux. Là, donc ça tombe très mal pour Israël. Alors là, évidemment, il va y avoir une unité autour de Benyamin Netanyahou, bien sûr, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Il faut que Benyamin Netanyahou fasse très attention à ne pas escalader, pour ne pas qu'il y ait de tensions qui mènent à un embrasement du Proche-Orient. Embrasement du Proche-Orient qui donnerait les coups des franches à l'Iran euh, via le Hezbollah, parce que là, le Hezbollah attaque le nord d'Israël, je vous le répète, hein, Israël, là, combat deux fronts, hein, le nord d'Israël et la bande de Gaza, faut pas l'oublier.
Donc si jamais Israël était dans un coin et qui se sentait totalement acculé, désespéré, Israël pourrait recourir à l'arme nucléaire. Alors imaginez-vous. Alors c'est très peu probable, mais quand même, un dérapage est très vite arrivé. Vous savez, ça s'appelle les accidents de l'histoire. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. C'est qu'une question de probabilité. Bon, selon moi, c'est fort peu probable. Mais quand même, un dérapage est vite arrivé, hein. Donc, il faut faire très attention. Le Proche-Orient, c'est une poudrière. Déjà que l'Arabie Saoudite, se rapproche de la Chine, de la Russie, s'éloigne des États-Unis, pas trop non plus. Donc, c'est ambigu, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite et le Qatar aident le Hamas, historiquement. Ne l'oublions pas. Voilà, donc c'est une affaire très compliquée et pour Israël, résoudre cette affaire, surtout avec tous les otages qu'ont le Hamas, ça va être très 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 difficile de s'en sortir de manière, on va dire, plus ou moins sereine pour Israël. Donc Israël est en position extrêmement difficile, le Hamas est en position forte, et le Hamas savait très bien qu'ils allaient avoir des rétorsions terribles, ils le savaient très bien, et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, le grand gagnant de cette affaire, c'est l'Iran. L'Iran gagne sur tous les tableaux, pour l'instant politiquement, parce que si jamais ça se durcit avec Israël, eh bien le rapprochement de l'Arabie Saoudite et Israël va partir en fumée, au grand contentement de l'Iran, à se demander d'ailleurs si c'était pas le plan premier de l'Iran d'ailleurs, hein, parce que l'Iran a une politique extrêmement sophistiquée sur le plan international. Bref, c'est complexe, ça va être très difficile pour la Palestine, encore plus difficile pour Israël, et il faut qu'Israël fasse très attention à ne pas tomber dans une escalade qui s'affolerait et qui ferait que tout le monde à la fin se retournerait contre Israël. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Et comme toujours, soyez curieux.